Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout premier numéro de la semaine du Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Nous sommes lundi, on commence donc la semaine ensemble avec une émission pleine de bons plans et de découvertes. Au sommaire aujourd'hui, la météo pour savoir si on doit sortir notre parapluie pour cette fin de journée, l'agenda culturel pour ne rien manquer des sorties de la semaine. Côté reportage, Camille nous plonge dans l'univers de l'association Chapeau Péruvien. Notre pépite Ferrarock du côté de la musique, c'est 111 avec leur album Oh Wow, un son à découvrir absolument. Et pour clore cette émission en beauté, Michel le cuisinier et Justine la pâtissière en herbe nous livreront leurs secrets pour des recettes inratables. Alors prêt pour démarrer cette semaine avec nous? C'est parti et on commence tout de suite avec notre météo. Le coucher de soleil ce soir est attendu à 18h22. On gagne donc 4 minutes de soleil sur notre journée. Cet après-midi, le ciel est prédominé par le soleil. Température 5 degrés, ressenti 3. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h direction est-sud-est. En soirée, les nuages seront absents. Température 6 degrés. Le ressenti sera de 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h direction est. Pour votre journée de demain, mardi, le soleil sera à nouveau avec nous. Il se lèvera à 8h03 et se couchera à 18h24. On gagnera donc 4 minutes de soleil. Demain matin, il y aura de superbes éclaircies, température 2 degrés, ressenti -2. La force du vent va osciller aux alentours des 17 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 71%. Demain après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages, température 6 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction est-sud-est. Enfin, en soirée, le ciel sera complètement dégagé, température 7 degrés et ressenti fixé à 3. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction est-sud-est. Voilà, maintenant que vous savez comment vous habiller pour demain, place aux actus locales et nationales. Justine est là pour nous parler d'un retour attendu. La Monty Geek est de retour pour cette année à Montivilliers. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Les infos locales du 17 février 2025. Où fait-il bon vivre dans notre département ? Le classement de l'Association des villes et villages où il fait bon vivre a été publié. Pas loin de 200 critères régissent le classement, répartis en 11 thématiques telles que la qualité de vie, l'accès au transport ou l'accès aux commerces et services. En Seine-Maritime, Le Havre se place devant Rouen pour les villes de plus de 100 000 habitants, tandis que Saint-Martin-du-Manoir se classe premier pour les villages de 500 à 2000 habitants. Bien vieillir au Havre. Alors qu'en 2030, la population havraise de plus de 65 ans représentera un quart de la population globale havraise, la ville se prépare avec son plan Bien vieillir au Havre. L'objectif du plan porte sur 3 axes: être bien chez soi, être bien dans sa ville et être bien entouré. Montivilliers. Une convention geek organisée ce week-end. Le samedi 22 février, la Monty Geek sera de retour pour la 3e édition. Au gymnase Christian Gant, des tournois de jeux et animations seront organisés pour les passionnés de pop culture, jeux vidéo ou encore manga. L'entrée est à 3 €. Petit Co. Exposition temporaire au musée d'histoire de la vie quotidienne. Du 14 février au 6 avril 2025, le musée de Petit Co, en partenariat avec le Fonds régional d'art contemporain de Normandie, propose une exposition où art contemporain et la thématique du quotidien seront mêlés.
Football, une nouvelle défaite pour le HAC malgré de réels progrès. Dimanche 16 février, le HAC s'est incliné 1-3 face aux Niçois. Un HAC plus combatif cependant qui s'est présenté face aux Niçois et qui se prépare à garder cette dynamique contre Toulouse le dimanche 23 février. Place maintenant aux informations nationales. Bonsoir. La guerre en Ukraine au cœur de 2 réunions. D'abord celle des Européens, réunis cet après-midi par Emmanuel Macron à l'Elysée. Les chefs de gouvernement allemands, espagnols ou encore britanniques se retrouvent pour faire le point sur la sécurité de l'Europe. Avant cette réunion, le président français indique avoir échangé par téléphone avec Donald Trump, alors que demain une première rencontre entre les États-Unis et la Russie sur la situation ukrainienne est également prévue en Arabie Saoudite. 6 membres de l'extrême droite radicale en garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir participé à l'agression violente d'un homme de 30 ans hier à Paris. Les faits se sont produits devant les locaux de l'Association culturelle des travailleurs immigrés en Turquie lors d'une soirée cinéma dédiée à l'antifascisme. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé. La mort d'un petit garçon de 3 ans d'une méningite. La préfecture de la Drôme évoque un décès brutal et indique que le ministre de la Santé Yannick Neuder s'est rendu dans l'école de la victime ce matin pour soutenir ses proches. Les cas contacts ont été identifiés et mis immédiatement sous traitement préventif, précise le ministre. Une légalisation à la française, c'est la proposition phare de ce rapport parlementaire sur la lutte contre le narcotrafic. Antoine Lauman de la France Insoumise et Ludovic Mendes du groupe macroniste Ensemble présentent 60 propositions et défendent un changement de paradigme avec une dépénalisation du cannabis mais aussi de la détention de cocaïne jusqu'à 3 grammes. Les 2 députés appellent à une réflexion sur la santé publique plutôt qu'une réflexion sécuritaire. Des militants anti-A69 perchés dans des arbres à Toulouse. 6 écologistes se sont installés devant le tribunal administratif à la veille d'une audience cruciale. La justice doit rendre sa décision demain sur le projet d'autoroute, un recours déposé par les opposants sur l'autorisation environnementale du chantier de l'A69. Et puis le redoux sur la moitié sud favorise l'apparition des premiers pollens et donc le retour des allergies. 30 départements de la Vendée jusqu'aux Alpes-Maritimes sont en vigilance élevée selon le réseau national de surveillance aérobiologique. Et on file tout droit vers notre agenda culturel pour ne rien manquer de ce qui se passe cette semaine dans la région. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au Havre prochainement ? Eh bien, plein de choses, notamment demain avec une animation jeune public. Planète Môme présente Il était une fois la forêt, un spectacle vivant, audiovisuel et interactif sur les contes et la vie dans la forêt. Ça se passe demain de 10h à 16h au Tadam Théâtre. 60 rue Michelet. Le tarif est de 6 €. Réservation sur Planète Môme avec un s.fr. À Cricto-Lesneval, sortie au Salon de l'Agriculture. La ville organise une sortie au Salon de l'Agriculture à Paris le mercredi 26 février de 5h30 à 20h. Départ et retour depuis la salle des fêtes. Inscription et paiement avant le 21 février auprès de la mairie au 02 35 10 20 47 ou par mail à sport@crictolesneval.fr. Un spectacle de danse et spectacle jeune public boléro, ça se passe à Gonfreville-Lorcher avec Gilles Véropierre qui revisite et renverse ici la partition puissante et hypnotique de Ravel, chamboule les références chorégraphiques pour mieux partager toute la vitalité et l'allégresse que le morceau déclenche instantanément en lui. Le tarif est de 2,50 € ou 5 €. Ça se passe dimanche 2 mars à 15h à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Réservation au 02 35 13 16 54. Vous écoutez aujourd'hui le Magal Ouest jusqu'à 18h. On passe à la découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, c'est le groupe 111 et leur album Oh Wow qui est à l'honneur. Préparez-vous à plonger dans leurs univers uniques avec 2 extraits de leur nouvel album. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de 111, Oh Wow, est sorti le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon, album rock à découvrir cette semaine sur la Ferrarock. 111 fait rock, le rock à 3.
Un power trio classique pour une musique qui ne l'est pas. Le style n'est qu'un vecteur préférentiel et l'importance n'est pas la note mais l'esprit. Sur la base du mi grave et du 4 temps, 111 se permet tout avec un lâcher-prise décomplexé et communicatif. Le fondement du groupe 111, une absence de chichi. Dans ce groupe, l'ornement est un crime et les textes, à l'image du son, claquants et sans concession. 111 s'est construit sur la scène de l'underground lyonnais à la SMAC des abattoirs qui soutient le projet depuis sa création en 2018. Avec plus d'une centaine de dates à son actif, 111 a bénéficié en 2022-2023 de l'aide à l'émergence. Sure there was nothing to fear.
blowing in. No means no. Le groupe 111 est engagé dans l'action culturelle auprès de tous les publics, notamment les détenus et les collégiens et collégiennes. Des ateliers d'écriture à la création d'une chorale rock avec des quatrièmes, l'humain et l'émotion sont au cœur des projets menés par ce trio. Leur album Oh Wow sort le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon. Cet album rock est partenaire Ferrarock jusqu'au 23 février 2025. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Nous espérons que vous avez apprécié la découverte de 111. Cet album est partenaire Ferrarock tout au long de la semaine. Vous aurez donc la chance de pouvoir découvrir plusieurs titres de Oh Wow. On part à la rencontre de l'association Chapeau Péruvien. Camille nous présente cette association. Comment est-ce qu'elle œuvre pour soutenir les projets solidaires au Pérou? Un reportage inspirant à écouter tout de suite. Aujourd'hui, je suis en studio avec Marie, 33 ans, poisson ascendant bélier. Elle adore les cookies, l'automne, les Spice Girls et les salopettes depuis toujours. Elle est rédactrice et illustratrice en freelance, mais on la connaît surtout sous le nom de Chapeau Péruvien. Son truc, c'est de mettre des paillettes partout et de transformer chaque jour en fête. C'est pour ça qu'elle vend ses créations illustrées en ligne. Mais au-delà de l'esthétique et de la gaieté, son travail est aussi profondément engagé. Donc en exemple marquant, il y a ton affiche Le corps lesbien, où tu écris dessus « Épaules usées de porter le poids du patriarcat, des LGBT-phobies, du racisme, du validisme et du fascisme ». Tu parles d'ailleurs de militantisme joyeux. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça signifie pour toi ? Eh ben déjà merci de me recevoir. Le militantisme joyeux, pour moi, c'est vraiment ce que je suis à 100%. J'ai mis des mots là-dessus il y a finalement quelques années, mais pas si longtemps. Mais c'est quelque chose que je fais depuis, je pense, toujours de manière naturelle. Je fais partie des minorités puisque je suis lesbienne. Je l'assume depuis, pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années. Pour moi, c'est important que le militantisme soit aussi une fête, soit aussi positif, même si on a de plus en plus de mal à avoir de l'espoir et de voir une lumière au bout du tunnel. Moi, ma manière de faire, c'est de faire des créations donc qui soient engagées, qui revendiquent avec fierté nos différences, qui on est, et nos identités multiples et magnifiques, mais voilà, avec des paillettes, en fait, ma première création, la première chose qui m'est venue, c'était un calendrier de l'Avent lesbien, avec des citations en fait de culture lesbienne à l'intérieur, et voilà, c'est le premier objet militant dont l'idée m'est venue, et je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire voilà, c'est un objet qui est très ludique, qui est presque futile parce que en vrai un calendrier de l'Avent ça change pas la vie, mais ça apporte un petit plaisir tous les jours, comme carrément. Quand on était enfant, d'ouvrir notre petite case avec le chocolat chaque matin, et c'était un truc qui nous faisait du baume au cœur, et voilà, c'est vraiment mon intention avec mes créations, c'est de dans tout ce bordel, clairement, de s'apporter un peu de joie et de douceur et de baume au cœur, quoi, voilà. C'est beau. Et d'ailleurs, tu parlais aussi, j'ai retrouvé que tu disais, parce que à 17 ans, si tu avais eu ces stickers entre les mains, peut-être que tu ne te serais pas dit « Bon, c'est comme ça, tu aimes les femmes, et puis plutôt une en particulier, mais ça passera jamais auprès de ta famille. Et puis une femme, c'est trop compliqué, trop dramatique, trop difficile, alors enterre ça bien profond et on verra ça plus tard. » Comme tu disais, dans l'art, comment tu peux faire, comment tu vois un peu la mission, comment changer les mentalités? Moi, je crois beaucoup à la visibilité, c'est-à-dire que pour moi, si moi je me montre, si je m'assume comme je suis, que je me montre, alors ça va peut-être moi pas être au travers comme certains influenceurs ou influenceuses de photos et de détails du quotidien, que je trouve trop cool d'ailleurs, mais que moi je peux pas me permettre parce que ma famille est pas tout à fait ok avec ça. Mais ça va être de me montrer dans mes dessins, de raconter ce que j'ai vécu, voilà, quand j'étais ado, de raconter ce que c'est. D'aimer une femme, tout simplement, mais parce que en fait juste c'est de l'amour, ça a rien c'est pas très différent d'un amour hétéro, c'est juste
juste, voilà, c'est juste en fait de montrer, voilà, j'ai un petit réseau sur les réseaux sociaux qui me suit. Alors c'est pas énorme, mais depuis plusieurs années et même avant que je m'engage vraiment dans ces sujets-là, j'avais déjà des gens qui me suivaient parce que je postais des dessins tous les jours sur mon quotidien d'étudiante. Et en fait, ces gens-là sont restés alors que mes préoccupations ont changé. Et ça, c'était une première preuve pour moi de me dire la manière dont je le raconte, qui est assez douce, qui est assez un peu guimauve parce que je suis comme ça, j'ai le cœur chamallow et j'aime l'amour et voilà, d'en parler de cette manière-là a fait que les gens sont restés. Et souvent sont venus me dire ensuite, tu sais, moi en fait je connaissais personne alors ils disaient de homosexuel dans mon entourage, et du coup toi c'est la première fois que quelqu'un en parle d'une manière aussi décomplexée et douce, et du coup c'est pas que ça donne envie, attention, oulala, je fais de la propagande. non c'est pas ça, mais c'est le côté ça rend ça moins étrange, moins différent, moins inconnu, et du coup peut-être que le jour où mon enfant va me dire qu'il aime quelqu'un du même sexe, peut-être que je serai ma réaction sera moins conne un peu grâce à toi. Carrément. Et du coup je crois beaucoup à ça, au fait de se montrer, et du coup le fait de m'assumer totalement. Voilà, moi je fais Colombo tous les jours, je dis ma femme et en fait je vois bien que ça les choque pas, ou alors il y a un petit mouvement d'interrogation, et puis en fait ok, et je me dis je ne suis pas sûre que juste en existant, juste en étant leur collègue, juste en étant ouvertement lesbienne, je vais faire changer leur vote le jour où il faudra choisir quelqu'un qui luttera pour mes droits. Mais je peux pas m'empêcher de penser que j'ai peut-être semé une toute petite graine. Et en fait, pour moi, la visibilité, c'est ça. Donc c'est moi, en tant que, d'être sur Instagram, de poster de temps en temps un petit truc qui dit que je suis avec une femme, et ensuite, de m'engager dans des créations où là, je dis ouvertement que c'est super d'être lesbienne et qu'il faut être fière, et que voilà. Et après, ça va être aussi dans la culture. Moi, je sais que la phrase dont tu parlais, que j'ai écrite il y a quelques années, je pense, sur mon blog, je crois. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert mon homosexualité quand j'avais 14 ans. Ça s'est très mal passé auprès de ma famille parce que j'ai vécu une histoire avec une personne plus âgée. Je me suis dit... en fait, j'avais pas assez de soutien autour. J'avais une amie... J'ai rencontré une amie au lycée à ce moment-là qui a entendu parler de mon histoire et qui est venue vers moi et m'a dit... c'est vrai que t'es avec une femme, parce qu'en fait, moi aussi. Et donc ça, j'avais ce soutien-là, mais pas plus, en fait. Ouais. Et j'aurais eu de la culture, j'aurais eu de la visibilité autour de moi, j'aurais eu des modèles à la télé, dans les émissions de télé-réalité, j'en sais rien, dans les séries qu'on regardait, dans les bouquins. Je me serais sentie plus solide, je pense, et je me serais sentie légitime. Et je me serais dit, ouais, moi, je suis comme ça. Et je sais que... aujourd'hui, je suis maman et belle maman de 3 enfants, et c'est vraiment quelque chose depuis toujours que je leur dis, c'est vous pouvez tomber, c'est possible d'être amoureux d'une femme, d'un homme, ou peu importe le genre de la personne, et je pense que vraiment, si on m'avait dit ça petite, moi j'aurais tout de suite compris qui j'étais, et ça aurait été quelque chose d'acquis chez moi, ou en tout cas de solide, qui aurait pu changer si mon cœur le voulait, mais je me serais assumée, et en fait le regard des autres, de mes parents ou de ma famille, la peur de vivre quelque chose de trop compliqué ne m'aurait pas découragée à ce point-là à 17 ans. Il y aurait eu plus de représentations, plus de personnages qui parlent de ces sentiments-là, de fait de se découvrir différent. Je pense que j'aurais été plus solide, et je me serais pas reniée, parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis reniée. Et donc là, toutes les petites créations que tu fais comme illustration, des stickers, des calendriers, comme tu disais, des affiches, des petits fanzines aussi, des écussons. Comment tu les crées? Est-ce que tu as un petit coup de cœur là de dernière création, un peu nous teaser tout ce petit univers un peu plus en détail? Là, j'ai sorti pour le début d'année, du coup, un calendrier 2025. Donc, il y a 12 illustrations qui sont toutes inspirées d'une série ou d'un film
comportant des personnages lesbiens qui sont... J'ai essayé qu'ils soient le plus actuels possible. Après, il y a quelques vieux films, mais sinon, c'est plutôt des productions récentes. Parce que, voilà, encore une fois, la culture lesbienne, c'est vraiment important pour moi. Et là, pour le coup, en fait, depuis que je suis revenue du bon côté, enfin, voilà, depuis que j'ai décidé vraiment d'assumer totalement qui j'étais il y a quelques années, maintenant, je cherche, dès que je vois une image qui me plaît, ou voilà, des fois une actrice ou un acteur qui voilà, que j'ai envie, je me dis ça j'ai envie de le dessiner, cette tenue là j'ai envie de la dessiner, cette scène là j'ai envie de la dessiner, et du coup ça m'inspire énormément. Donc voilà, il y a ce calendrier avec 12 illustrations, et après voilà, c'est des petits stickers. Moi, j'ai toujours adoré les stickers depuis que je suis toute petite. Je collectionnais ça. C'était tout mon argent de poche passé là-dedans. Et comme il y a un autre produit comme ça qui est inspiré clairement de mes petites lubies d'enfant. C'était l'album Panini avec les stickers à collectionner. Et donc, il fallait remplir son album et acheter les pochettes. Et t'avais tout le temps des doubles et c'était l'enfer. Ouais. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai sorti un album avec des lesbiennes. Donc, où j'ai fait les petites pochettes. Sauf que moi, t'as pas de double normalement si t'achètes. Elles ont toutes. Il y a la pochette numéro 1 qui contient tel et tel et tel et tel personnage. Et du coup, donc tu peux pas te faire avoir normalement. Et voilà, du coup, ça c'est voilà. J'essaye vraiment de m'inspirer de ce qui m'a apporté de la joie quand j'étais enfant, ado, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien. Enfin, je suis toujours proche de mon enfance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui, et du coup voilà, de reprendre de ce genre de supports qui sont ludiques, qui sont mignons, qui sont rigolos, et de les détourner à la sauce militante, c'est vraiment mon créneau, quoi. C'est ce qui me plaît. Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que au-delà de tes créations qui sont pleines de douceur et de couleurs, tu portes aussi un autre projet, donc c'est la BD qui s'appelle Tête brûlée, sur laquelle tu travailles depuis 5 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous la pitcher? J'imagine que ça raconte peut-être un peu aussi tout ça, tout ce chemin jusqu'ici de ta vie. C'est ça, c'est clairement totalement autobiographique, je le cache pas. Et c'est, voilà, en gros, c'est l'histoire de cette histoire d'amour que j'ai vécue quand j'avais 14 ans, qui m'a révélé mon homosexualité. Et c'est en fait les conséquences de cette histoire sur ma vie pendant les 15 à 20 années qui ont suivi. Parce que voilà, donc une histoire d'amour hors norme, et voilà, qu'aujourd'hui, et qui a même à l'époque été qualifiée c'était de la pédocriminalité, clairement, voilà. Donc c'est une histoire qui est très compliquée à vendre, parce que en fait je veux la raconter de la manière dont je l'ai vécue à ce moment-là, c'est-à-dire à mes 14 ans. Pour moi c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Une femme qui me plaisait a posé ses yeux sur moi, et je lui ai plu, et elle me plaisait, et du coup c'était juste, je pouvais pas rêver mieux en fait. Sauf que voilà, il y a eu effectivement, voilà, ça devait pas se vivre comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et en fait, et les conséquences donc de cette histoire, notamment auprès de ma famille, puisqu'il y a eu un procès, voilà, il y a eu toute une histoire judiciaire, et finalement les conséquences de ça, de tous les choix qui ont été faits suite à cette histoire donc d'amour de mon côté, que j'ai vécu comme ça, tous les choix qui ont été faits, que ce soit par moi, par ma famille, les phrases, les petites choses qu'on m'a dites, en fait, l'accueil de cette nouvelle qui était à la fois extrêmement violente pour mon entourage proche, ma famille, parce que c'était merde, notre fille est en danger, en fait elle vit une histoire qui est pas normale, et mon homosexualité. Et en fait il y a eu un pack qui a été fait, comme si c'était, en fait elle est lesbienne, mais c'est pas elle, c'est à cause de cette femme, en fait. Et du coup, sauf que c'est pas le cas. Et en fait, ça a été très violent. Je me doute. Et j'ai mis des années à m'en remettre, et voilà, ça fait pas si longtemps. Et donc, j'ai commencé à écrire cette BD quand je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai commencé vers mes 25, 26 ans à me sentir vraiment très mal.
Je ne savais pas trop pourquoi. Enfin, j'avais une petite idée, mais j'étais mal. Je sentais, c'était comme s'il y avait un abysse sombre qui m'aspirait à l'intérieur de moi. C'était très étrange. Et je me suis dit, ok, t'as du taf. Il faut que t'ailles bosser là-dessus. Donc, j'ai analysé tout ça et je suis allée. Voilà, j'ai tendance à dire, je suis descendue en rappel au fond de la merde, hein, clairement. Et je suis allée avoir les conversations qu'il fallait que j'ai avec mes parents, avec cette femme avec qui j'ai vécu cette histoire. Avec tous les gens qui étaient présents à ce moment-là pour en fait remettre le puzzle en place et comprendre quel impact ça avait eu pour moi, pour les autres, comment les gens se plaçaient autant d'années après cette histoire, etc. Et du coup, cette BD, elle raconte ça, c'est clairement thérapeutique aussi. C'est un chemin compliqué et donc une histoire assez compliquée à vendre effectivement parce que des gens qui le comprennent, du coup les maisons d'édition, si j'ai bien compris, eux ils pour l'instant c'est dur. Après le problème c'est que j'ai peu de temps à consacrer à ce projet parce que c'est un projet qui n'est pas rémunéré du tout pour moi. Mes créations, quand je fais une planche de stickers, ça me prend quelques heures, ensuite je la fais produire et je les vends et le temps il est assez rapide finalement et entre le moment où je le crée et le moment où ça me rapporte un petit peu d'argent, alors c'est pas des folies mais voilà, il y a quand même un petit revenu. Clairement il faut des mois de travail pour ça. Alors la BD elle est écrite totalement de A à Z, tout le texte est écrit, les dessins sont gribouillés au crayon papier sur des blocs, mais il faut mettre tout ça au propre. En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un contrat, clairement, où on me dit, on te donne une avance et tu travailles pendant 6 ou 8 mois là-dessus non-stop et ça serait idéal. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça. Mais comme j'en ai marre que ça traîne dans mon tiroir, cette histoire, et que j'ai vraiment besoin aussi de passer à autre chose parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses, j'ai envie d'écrire plein d'autres histoires. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à la partager sur Instagram, je vais créer un compte dédié. Donc voilà. Ok. Donc avec toutes ces illustrations inspirées de pop culture et baignées d'amour évidemment, Chapeau Péruvien revendique une approche joyeuse du militantisme. Son travail décline ses engagements sur des supports ludiques et colorés, pensés pour réchauffer les cœurs. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur son site internet également, ou encore sur Facebook et Etsy pour retrouver toutes ces petites jolies choses à acheter, sous le nom toujours de Chapeau Péruvien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les auditeurs? Alors tout le monde va se demander mais pourquoi elle s'appelle Chapeau Péruvien? Généralement c'est ce que tout le monde me demande, mais du coup ils sont où les chapeaux? Je trouve souvent sur les marchés des gens, mais c'est pas là les chapeaux péruviens alors? Non. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux mais quand j'étais ado du coup j'avais tout le temps des otites et tout mal à la tête et du coup l'hiver je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps malade et tout, donc ma maman m'a offert un gros bonnet péruvien en laine très très coloré, très rose, bleu, avec des couleurs flash. Et du coup, les gens se sont mis au lycée à m'appeler Chapeau Péruvien, comme ça. Okay. Et je m'appelle Marie en vrai, et bon, comme beaucoup de gens s'appellent Marie, il y a des jeux de mots avec Marie, il y en a des milliers. Beaucoup. Et du coup, le jour où j'ai voulu ouvrir mon petit blog de dessin quand j'étais étudiante, je me suis dit, mais comment je vais l'appeler? Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Chapeau Péruvien. Et alors après, j'ai cherché une explication un peu mieux parce que du coup, vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est bizarre, quoi. Voilà. Et du coup, un jour, j'étais au téléphone avec une copine, je crois, et je gribouillais sur un bloc et je dessinais un petit arc-en-ciel parce que j'adore les arcs-en-ciel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un arc-en-ciel, ça ressemblait un peu à un bonnet péruvien. Du coup, j'ai rajouté un petit visage au milieu et ça a fait enfin un logo. Et donc, je me suis dit qu'en fait, mes créations, elles étaient un peu comme un chapeau péruvien, c'est-à-dire qu'elles ne réchauffaient pas la tête, mais elles réchauffaient le cœur. Ouais. Bon, voilà, c'est hyper tiré par les cheveux, c'est un peu pourri. Coloré, quoi. Mais bon, voilà, c'est la... On aime bien. Au moins, c'est original. Trouvé, voilà. Un petit peu plus original que Marie, entre guillemets. Voilà, clairement, on peut pas faire... Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Et allez voir sur Instagram, il y a plein de jolies choses et sur son Etsy aussi pour aller découvrir toutes ses créations. Merci Marie et merci Chapeau Péruvien. Merci Camille pour ce reportage sur l'association Chapeau Péruvien. Vous retrouvez toutes les informations directement sur Westrack dans le podcast de cette interview et de ce reportage. On revient à présent à nos cuisines avec Michel, le cuisinier, et Justine, cuisinière et pâtissière en herbe, qui vont partager avec nous des astuces et des recettes à ne jamais rater.
Des recettes inratables à retrouver dans un instant, juste après 2 titres. Jungle nous chante Keep Me Satisfied et Maribou State nous chante Black Coke. On écoute tout ça et on se retrouve juste après pour la partie culinaire de notre émission. Le Mag à l'Ouest se poursuit avec encore un titre Maribou State, toujours au Royaume-Uni, cette fois-ci un titre sorti en 2023, mais qu'on vient d'ajouter à la playlist Westrack, c'est Black Coke. Je vous souhaite une très bonne écoute et juste après, Justine et Michel seront avec moi dans le studio pour vous régaler avec leurs recettes inratables.
Et il est 17h44, vous écoutez le Magal Ouest sur Westrack Radio. Et comme tous les lundis, on parle cuisine, mais cette fois-ci j'accueille à la fois Michel. Salut Michel. Bonjour Lucie, pardon. Ah bah tu spoil. Voilà. Et du coup il y a aussi Justine avec nous au micro, que vous avez peut-être entendu l'année dernière déjà, ça fait presque un an. De retour avec nous pour parler cuisine. Salut Justine. Salut Lucie. Ça va bien ? Ça va super. Alors, vous deux, vous avez prévu des petites choses. Alors, Michel, notre cuisinier habituel. Justine, je t'ai appelée un peu pâtissière en herbe et cuisinière en herbe. Je sais pas trop quel est ton niveau, mais t'avais des questions aujourd'hui sur les recettes inratables. Michel, c'est quoi ce terme déjà ? Recette inratable ? Est-ce que ça existe ? Non. Non, déjà. Non, il y a toujours dans les paramètres... des ustensiles mal nettoyés, l'humidité de la pièce, la température de la pièce, la qualité des ingrédients. En fait, tout joue, quoi. Il faut vraiment un micro-truc pour faire foirer une recette, quoi. Voilà, désolé. Je pense que j'en suis l'exemple. Ah, mais voilà, je parle souvent de ma fameuse crème anglaise, mais c'est ça, quoi. Pendant des années, je regardais la crème anglaise, elle tournait, et maintenant, ça va, j'ai trouvé la recette. Fallait pas la regarder dans les yeux, quoi. Voilà. Justine, t'as prévu des questions pour Michel ? Oui, j'aimerais qu'on parle d'une recette plutôt salée, d'une recette plutôt sucrée avec 2 pâtes que je trouve un peu difficile à faire. Et on va commencer avec le soufflé. Comment on fait pour que le soufflé ne retombe pas ? Bon, alors, oui, voilà, c'est le soufflé. Alors, soufflé, on est sur un soufflé salé. Soufflé salé, généralement, c'est une base de blanc en neige d'un côté et de l'autre côté, une béchamel très collée. Alors, je m'explique. D'abord, voilà, c'est une préparation de béchamel dans laquelle on va mettre les jaunes d'œufs, son arôme. Donc, si c'est un soufflé au fromage, du fromage. Au saumon, on met du saumon tout simplement dedans, etc. Donc là, j'ai même 3 recettes sous le coude, aux asperges, saumon ou au fromage. Après, au fromage, c'est quand même la basique, celle qu'on retrouve un peu partout. Et donc, on a 2 préparations d'un côté et de l'autre. Alors déjà, pour pas rater son soufflé, faut des produits de qualité. Ce qui veut dire, pour un soufflé, par exemple, on va faire notre béchamel. Pour faire notre béchamel, il nous faut du beurre et de la farine. Le beurre, c'est plutôt standard, même un beurre moyen, ça fonctionne. Il va falloir de la farine type 55. Alors pourquoi type 55 ? Parce que c'est celle qui contient le moins de gluten. Donc ça évitera que ça fasse trop coller et que ça empêche le soufflé de monter justement. Ensuite, il y a une question de proportion. On est à 150 grammes de roux au litre. Alors 150 grammes de roux, ça veut dire 75 grammes de farine, 75 grammes de beurre. C'est là où je parlais de colle. C'est quand on veut faire une béchamel légère, genre sauce un peu nappante, on est plutôt sur des proportions de 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine au litre. Là, on met le paquet, effectivement. Donc déjà, c'est une base pour faire notre roux. Si on fait un soufflé, vaut mieux du lait demi-crémé ou même écrémé, parce qu'on a déjà du beurre. Et le but, c'est pas que ça gonfle. Voilà. Ensuite, au niveau des proportions, pour les œufs, c'est pareil, c'est important. C'est souvent les recettes sont données avec des œufs entiers. On dit 4 œufs, mais alors le problème c'est qu'un œuf ça peut faire 45 grammes jusqu'à 70 grammes. Donc déjà il y a un deuxième piège, C'est pour ça que je dis tout le temps dans chaque émission, c'est peser vos œufs, donc c'est mieux. Donc là ce qu'on va faire, on va en prévoir plus que la recette. Ça c'est une astuce. Pourquoi ? Parce que les blancs et les jaunes, je confonds, je mélange, je suis déjà sur une autre recette. On va quantifier nos œufs. Surtout en grammage. Donc si on vous parle d'œufs, prenez des œufs moyens. C'est généralement ceux qui font 50 grammes, donc là on est bien. Quoi d'autre ? Je me perds. Donc d'un côté ce qu'on peut faire c'est... je parlais pouf, patapouf, je suis vraiment en train de me perdre dans mes notes. Peser nos œufs, ça c'est important peser parce nos que œufs. Ils font pas tous la même taille, le même poids. Exactement.
Ensuite, le moule. Alors le moule, c'est très important. Le moule, faut un moule impérativement en céramique. Pas de moule en alu, pas de moule métallique. Pourquoi ? Parce que ça répartit mieux la chaleur. Donc comme ça, au niveau de la cuisson, je donne vraiment toutes les astuces, je précise. Et surtout le moule, ce qu'on va faire, c'est un chemisage. Alors le chemisage, qu'est-ce que c'est ? C'est du beurre fondu. On va bien badigeonner et on s'assure qu'il y a bien du beurre sur toute la surface. On va prendre un ramequin par exemple, c'est vraiment le top pour faire les soufflets. Bien beurré. Ensuite, on va y rajouter, on va mettre de la farine. On enlève l'excédent de beurre, il faut que ça soit bien uniforme. On va y mettre de la farine et on va tapoter légèrement pour qu'il y ait juste cette fine couche. En fait, le beurre en fondant va faire comme un lubrifiant pour que le soufflet monte vraiment le long des parois. Ça, c'est une des astuces. L'autre aussi, on remplit pas son ramequin au ras-bord. Parce que ça va monter, ça va déborder avant de finir de cuire. Alors sinon, petite astuce, on prend du papier film cuisson qu'on va faire le double de la hauteur du ramequin et qu'on va poser autour pour faire prolonger la hauteur du ramequin. Donc il faut surtout un récipient de cuisson qui soit plus haut que large en fait. Plus c'est étroit, limite un tube, c'est le top. Parce que comme ça on dirige le soufflet vraiment comme on le veut. Surtout, le truc m'est bête souvent, toutes les recettes commencent par préchauffer votre four. Et donc là, faut pas se planter, faut vraiment préchauffer le four. Préchauffer le four, ça veut dire pas trop fort non plus. Faut pas le mettre plus que la recette demande. Sur le soufflé au fromage, on est sur une préparation, sur une cuisson à 200 degrés, si je me rappelle, 180 degrés. Donc on met vraiment 180 degrés. Et il faut maîtriser son four. Il faut savoir si le four, a tendance à chauffer lentement, à monter à température lentement ou pas. Donc là, il faut vraiment être sûr de son coup. Si on veut faire un soufflé à des invités, on fait des essais avant. On fait toujours un petit essai. Ça, c'est important. Donc préchauffer son four, le récipient. Les œufs, pour pas rater la recette, les œufs à température ambiante. Donc j'arrête pas de le dire, Lucie confirmera. Les œufs se conservent à température ambiante, ils ne vont pas au frigo. Si vos œufs étaient au frigo, faut les sortir 2 heures avant pour qu'ils reviennent à température. Sinon, voilà, on va arriver vraiment dans les vraies astuces. Si on veut tricher, alors pour monter ces blancs en neige, souvent on dit une pincée de sel, c'est faux. Ça ne sert à rien strictement, soi-disant que ça fait des œufs plus fermes. Si on veut des blancs en neige plus fermes, on peut mettre un petit jus de citron, une cuillère à café, vraiment très très peu. Là, ça va vraiment coaguler les blancs. Et sinon, on triche vraiment, on met de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre, enfin voilà, dans ces blancs en neige. Comme ça, on aura des blancs en neige bien fermes. Ensuite, quoi d'autre comme astuce ? La hauteur, chemiser son moule, ne pas remplir son moule, ça je l'ai fait, préchauffer son four, on l'a dit, et surtout, alors ça c'est important, j'ai même trouvé une citation à ce sujet, les invités peuvent attendre un soufflet, mais un soufflet ne peut pas attendre ses invités. Alors, on en a parlé dans la dernière émission sur les œufs, comme quoi souvent moi je faisais des soufflets pour les repas de famille et allez on va ouvrir les cadeaux. Non, on mange le soufflet, voilà. Non, on se barre pas de la table, on va pas fumer sa clope, rien. On reste à table, c'est important. Donc l'astuce c'est surtout d'être. Alors on peut tricher, il y a une astuce. C'est peut-être le moment de faire un trou normand juste avant. Alors, c'est pas forcément de l'alcool, ça peut être une petite boule de sorbet, parce qu'il y a une entrée avant. Si c'est la première entrée, généralement, on est en mode apéritif, donc hop, on s'esquive. En fait, on se crée une fenêtre de temps pour finir le soufflé avant de l'enfourner. Alors, la cuisson, généralement, c'est assez rapide, un soufflé. J'avoue, je sors mes carottes parce que je triche. Un soufflé, ça a 25 minutes de cuisson, donc faut prendre le temps de cuisson et surtout la dernière préparation. C'est-à-dire d'un côté, on va avoir notre béchamel aromatisé avec les jaunes d'œufs. Ça, on peut le faire à l'avance, ça pose pas de problème. On laisse ça à température ambiante, film dessus au contact. Pourquoi ? Pour pas que ça crée une croûte sur le dessus.
Au pire, vraiment, on remélange avant un petit peu. Et on monte ces blancs en neige au dernier moment. Et là arrive la partie la plus délicate, soi-disant, c'est incorporer les blancs en neige à l'appareil à souffler. Alors là, il y a une astuce. Moi, ce que je fais, je prends un petit peu de blanc en neige dans ma béchamel aromatisée. Je mélange vigoureusement. Ça permet de détendre la béchamel, qu'elle soit plus fluide. Ensuite, je mets un tiers des blancs en neige. Et là, ce qu'on appelle, c'est un geste technique, c'est incorporer. Alors l'idéal, c'est de le faire à l'écumoire, ou à la maryse, mais une maryse très large. On va prendre un peu de blanc en neige, on va le passer dessous et on va faire un mouvement de rotation perpendiculaire par rapport au récipient. En fait, on enrobe, on prend, on soulève et on repose dessus. On ne mélange pas comme un barbare, on ne fait pas ça au fouet, on ne fait pas ça à la spatule, on fait ça délicatement. Et on incorpore au fur et à mesure ces blancs. Donc moi, généralement, je fais un tout petit peu, une bonne cuillère à soupe, et vigoureusement, et après, un tiers, et après, j'amène le deuxième tiers. Et il faut que ça soit uniforme. Ensuite, on met dans ces moules qu'on a préparés à l'avance, ça pose pas de problème. Même les moules, tiens, encore une astuce, on peut les passer une demi-heure au frigo, comme ça le beurre se fige et la farine reste bien collée sur le long de la paroi. Mais après, il faut les remettre à température ambiante, dans tous les cas. Il faut que tout soit à la même température, ça évite problème. Ensuite, on enfourne, donc 25 minutes, 180 degrés, ou thermostat 5, si je ne me trompe pas. Et là, surtout, on n'ouvre pas la porte du four. Alors, surtout, généralement, dans les ménages, on a une porte vitrée, donc on le voit souffler, caraméliser. Si on ouvre, qu'est-ce qui se passe ? On va amener de l'air froid, ça va créer un choc thermique, et le soufflet va retomber. Donc c'est pour ça, si c'est 25 minutes, c'est chronométré, c'est pile poil. Et surtout, quand on sort les soufflets, on les sert directement et on mange. Parce qu'il n'y a rien de pire. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour du soufflet au fromage. Alors après, tu fais de la pâtisserie, tu disais un petit peu ? Oui, c'est vrai. C'est tous, c'est toujours un peu plus la pâtisserie. Soufflé au sucré, dans ce cas-là. On part sur, au lieu d'une béchamel, c'est une crème pâtissière. J'ai pas les proportions là, ni en tête. Mais sinon, on fait une crème pâtissière à la place de la béchamel. On rajoute les jaunes d'œufs, même principe que pour le soufflé salé. On aromatise, fruits généralement, ou au chocolat, ou etc. Vanille, Grand Marnier, c'est un des grands classiques de la pâtisserie. Et l'astuce, c'est quand on chemise ces moules, au lieu de mettre de la farine, on met du sucre. On triche, sucre glace, comme ça on n'a pas de souci, ça se comporte comme la farine. Et même principe, voilà, c'est exactement les mêmes astuces. Et alors, est-ce que tu as une recette plutôt salée au lieu du soufflé au fromage ? Comment on peut être un peu plus original avec le soufflé ? Les soufflés, là j'en ai une que c'est la saison. Alors, c'est pas la saison, mais elles sont déjà là, c'est les asperges qui sont déjà là. Alors, j'ai des amis promeneurs qui adorent les balades en forêt, champignons, etc. Champignons, châtaignes. Et là, en ce moment, ils trouvent ce qu'on appelle les asperges sauvages, asperges vertes, très fines. Ça ressemble un peu à des petits épis de blé. Et donc, l'astuce, donc la béchamel, comme je le disais. Et les asperges, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les mixer avec un peu de crème. On va les cuire à l'eau, tout simplement. Alors là, on peut forcer la cuisson des asperges pour qu'elles soient plus tendres. Et on va les mixer simplement avec de la crème, les incorporer à notre béchamel. Alors, on peut jouer sur la quantité de lait où on diminue son roux pour avoir une béchamel un peu plus fluide. Non, on augmente notre roux parce qu'on va ramener un liquide. On va ramener de la crème avec des asperges. Il faut qu'on ait tout le temps un peu les mêmes consistances. C'est pour ça que je disais, il faut faire des essais. Et quand on tient une recette, on lâche plus. Il faut se dire que le jour où on change de four, faut peut-être refaire un essai parce que le four se comporte pas de la même façon. À chaque fois qu'on change un matériel, ça peut vraiment... Le four, c'est un truc de dingue. Pour donner un exemple, moi, mes recettes de foie gras, on a fait au moins 3-4 essais avant parce qu'on avait changé de four et que le four, il se comportait pas de la même façon. Donc, quand on parle de soufflé, c'est vraiment le plus délicat en cuisson. C'est le fameux soufflé qui retombe, mais généralement, c'est parce que
on a ouvert la porte du four. Ça, c'est l'erreur commune. Le plus souvent, on croit que c'est cuit. D'où l'importance du chronomètre. En plus, tout le monde maintenant a un smartphone. Donc, il y a l'option chronomètre dessus. J'ai même trouvé des applications où on peut mettre plusieurs chronomètres en même temps. Donc, il faut vraiment le minutage. Les asperges, je disais. On peut jouer sur le lait. Simplement, si on ne veut pas jouer... on peut reprendre cette recette à base d'asperges. On cuit les asperges dans le lait, donc notre lait est aromatisé. Et du coup, on peut mixer. Ensuite, on égoutte nos asperges et on peut les mixer plus facilement. Parce qu'elles ont une humidité suffisante. Et on les réincorpore dans notre béchamel et on utilise ce lait parfumé aux asperges pour dessus. Asperges, en ce moment, là, c'est le top. Après, pour les viandards, moi, je mettrais une petite chips de bacon dessus. Mais enfin, bon, ça y est, Lucie fait la tronche. Dès que je parle. Non, mais... au saumon, c'est pas mal aussi. On peut s'amuser sur du saumon. Alors pareil, on peut cuire le saumon directement dans le lait qu'on va utiliser pour faire la béchamel. Et ensuite, on mélange directement notre saumon émietté dedans. Le soufflé, c'est sympa aussi. Ça peut être... on peut faire quelque chose de tout simple, genre à la moutarde ou avec un peu de pommes de terre. Et faire un soufflé pommes de terre et ça fait une garniture. Ou même le plat principal, faire pommes de terre, comté par exemple. Petites chips de comté dessus. Et ça fait un plat principal pour nos amis végétariens. Comme quoi on peut manger aussi autre chose. Faut pas négliger l'assaisonnement, sel, poivre toujours. La muscade. Si on joue un petit soufflé, pomme fruits pour accompagner une salade composée. Ça peut être sympa de mettre une petite pointe de cannelle ou un peu de badiane, un peu d'anis étoilé. Voilà, c'est juste, on joue à vraiment... C'est une base, c'est vraiment une béchamel boostée avec des jaunes d'œufs et des blancs en neige. Donc, il n'y a rien de plus simple pour la composition. Mais après, pour aromatiser, on se fait plaisir. C'est vraiment... Limite, on regarde dans le placard, ça peut être juste une épice. On peut faire un soufflé au curry et poser sur le coin de l'assiette. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'une autre pâte maintenant ? J'ai essayé d'en faire l'année dernière, ça n'a pas fonctionné, du coup j'ai jamais osé me relancer. C'est la pâte à choux, les miens ils étaient tout rapla et je sais pas trop pourquoi. Tout rapla. Qu'est-ce qui fait qu'un... Alors, on a ouvert le four trop tôt, ça fonctionne malheureusement comme le soufflé. C'est pareil, c'est choc thermique. Non, c'est pas un choc thermique, c'est quand on va ouvrir la porte du four. Non, c'est la vapeur d'eau qui va s'échapper. Et donc, du coup, il n'y a plus suffisamment de vapeur pour que le soufflé monte. Pâte à choux, pourquoi ils sont retombés la farine, ça peut venir de la farine. Alors déjà, l'astuce pour la pâte à choux, c'est tamiser sa farine. Faut être hyper rigoureux sur la pâte à choux. Pâte à choux. On va commencer, on va expliquer la recette. Au départ, on fait chauffer de l'eau avec du beurre. Et ensuite, on va incorporer de la farine. Ensuite, on va rajouter des œufs entiers. Et on a notre base. Après... une pincée de sel, toujours rehausseur de goût, même si c'est pour faire de la pâtisserie derrière. Ça, c'est la base. Alors, déjà, les premières erreurs. Faut pas mettre le beurre en gros morceaux. Faut le couper en tout petits morceaux. Faut démarrer à feu doux. L'idéal aussi, c'est tous les ingrédients à la même température. Ça ne change pas. Tous les ingrédients à la même température. Le beurre, pourquoi ? Parce que si on fait bouillir trop fort, la quantité d'eau va diminuer et donc on a changé les proportions de la recette. Donc on commence à feu doux, le beurre va fondre. Quand on voit qu'il est complètement fondu, là on fait bouillir vraiment beaucoup. Ensuite notre farine, pareil, type 55, c'est l'idéal. On peut aller sur de la 45. Alors c'est le taux de gluten, c'est ce qu'on appelle la force de la farine, ce qui fait l'élasticité ensuite des pâtes derrière. Type 55 ou 45, c'est très bien. On tamise sa farine, ça c'est pour éviter les grumeaux. Ensuite,
ça, on fait notre mélange hors du feu, c'est-à-dire on fait fondre notre beurre. Une fois que le beurre est fondu et que ça bout, on retire la casserole du feu, on met la farine en une fois, ça c'est important. On mélange avec une spatule cette fois-ci, et il faut que ça se décolle, il faut qu'il y ait de l'élasticité le maximum. Ensuite, troisième astuce presque, pour incorporer les œufs, moi je conseille c'est de fouetter les œufs avant et d'en prévoir plus que prévu. Pourquoi ? Parce je vais expliquer un truc aussi. Les gens disent toujours on dessèche la pâte quand on fait de la pâte à choux, faut pas qu'elle colle. En fait, on cherche pas du tout à la dessécher, on veut juste avoir cette élasticité. Parce que, en final, pourquoi la dessécher ? Pour la réhydrater avec des œufs derrière. Donc, il y a un paradoxe là. En fait, non, on cherche vraiment à avoir cette pâte vraiment avec cette élasticité. Et le fait de battre les œufs avant, on va avoir quelque chose d'homogène. Autre astuce aussi, c'est faut que, avant de mettre les œufs, on laisse refroidir un petit peu, tiédir cette pâte. Déjà, elle va finir elle va gonfler un petit peu. Et pourquoi ? Parce que si cette pâte est trop chaude, au moment où on met les œufs ils vont coaguler, ils vont cuire avant même d'être incorporés. Donc ça va faire des grumeaux d'œufs. Ça aussi, ça fait bien foirer la recette à la fin. Donc, important, c'est de refroidir cette pâte avant. Donc, l'idéal, moi, ce que je fais, quand j'ai ma pâte qui se décolle de la spatule et de la paroi de la casserole, boum, je change de récipient et je mets cette pâte dans un saladier. Et là, j'incorpore mes œufs dans le saladier, toujours avec la même spatule, les œufs battus. Pourquoi un œuf en plus ? Parce que si on voit que c'est encore trop compact, on rajoute un peu plus d'œufs, jusqu'à temps d'avoir une pâte homogène, évidemment, donc on a évité les grumeaux en tamisant, et surtout d'essayer d'avoir un peu de ruban, que ça fasse un peu des rubans quand on soulève la pâte. Et là, on a la bonne texture. Si c'est trop liquide, c'est pareil, ça marche pas. Donc, faut trouver le bon dosage, d'où l'astuce de battre les œufs avant. Autre chose, les œufs, oui, à température ambiante, ça je l'ai déjà précisé tout à l'heure. Ensuite, le grammage des œufs, c'est important aussi. Ce que je me suis trompé tout à l'heure sur le soufflé, c'est là l'importance du grammage des œufs. C'est que les œufs sont souvent... ça dépend de la taille des œufs. Donc prenez des œufs taille moyenne. Là au moins on se plante pas. Le top des œufs bio, pour la qualité, parce qu'on est sur quelque chose qui va avoir le goût d'œuf et de beurre surtout. Sur la pâte à choux. Pas trop liquide, je l'ai déjà dit. Et ensuite, on arrive à la avant-dernière étape, c'est le pochage. Autrement dit, quand on va plaquer ces choux, on leur donne une forme. Donc là, c'est poche pâtissière. Ce qu'on fait, on attend que notre pâte revienne à température ambiante. Alors normalement, elle a déjà bien refroidi parce que on est sorti de la casserole, on l'a refroidi en changeant de récipient, on a rajouté des œufs qui étaient déjà à température ambiante. Donc normalement, là, on attend 5-10 minutes. De toute façon, c'est pas compliqué, on touche le récipient si c'est encore chaud. Au pire, on continue de mélanger parce qu'on va amener de l'air et donc ça va refroidir, on appelle ça vanner. On continue le mélange. Et alors là, pour le plaquage. Alors, plusieurs astuces. La première, ça serait tout simplement... on triche directement. Vous voyez les moules Flexipans demi-sphères ? Bon, on met directement... Pour faire des choux ronds, je pars sur cette base-là. On remplit bien à ras-bord. Donc, même à la cuillère à soupe, on pourrait le faire directement à la cuillère à soupe. On lisse avec une spatule et on colle ça au congélateur. Et on congèle sa pâte à choux crue, on les ressort. Ça, c'est vraiment le truc de pâtissier, vraiment, quand on veut le truc vraiment parfait, pour avoir des choux exactement tous de la même taille. Et normalement, ils vont tous gonfler au même rythme. Et quand on a besoin de cuire ces choux, on les met congelés directement sur la plaque. Deuxième astuce de pâtissier, on met 2 plaques.
Pourquoi ? Parce que sinon, le fond va être cuit avant que le chou ait gonflé et cuit. Donc on va se retrouver avec des choux très épais à la base, très durs et tout mou sur le dessus. Donc mettre 2 plaques, film de cuisson. L'idéal, je sais que ça existe, c'est des feuilles de cuisson réutilisables un peu en caoutchouc. Et il y en a des pleines et des perforées. Le mieux, c'est les perforées, comme ça la chaleur est uniforme. Pareil pour plaquer, pour les disposer sur la plaque, on les pose en quinconce. Alors j'en reviens toujours sur mon truc de vapeur et circulation de la chaleur. En quinconce, comme ça la chaleur va pouvoir passer entre les choux plus facilement. Quoi d'autre ? C'est à peu près tout. Après, ça dépend si on fait des choux pour faire des éclairs. Ah oui, si, il y a une autre astuce, c'est la douille pour la pâte à choux. Une douille cannelée, c'est celle qui a les dents. Pourquoi ? Ah oui, ça va faire des rainures, mais quand ça va gonfler, les rainures vont disparaître. Et ça évite d'utiliser cette fameuse fourchette où on écrase avec la fourchette sur le dessus. En fait, ça permet la circulation de l'air dans le four plus facilement et la cuisson est plus uniforme. Et il y a aussi une autre raison, c'est que si on veut vraiment le croustillant sur le dessus, si on fait de la pâte à choux pour faire du sucré, faut mettre du craquelin dessus. On voit ça partout. Maintenant, ça fait légèrement gaufré. Le petit craquelin sur le dessus. Et le four aussi, j'ai oublié d'indiquer, c'est la température, c'est 180 degrés. On est à 180 degrés en statique. Alors statique, pas de chaleur tournante, et haut et bas. Voilà, la sole et la voûte en chauffe. Le temps de cuisson des choux, c'est paradoxal. Ce que je vais dire, si on fait une petite quantité, c'est 25 minutes. Voilà, 25-30 minutes. On n'ouvre pas la porte du four pendant la cuisson parce qu'on est sur une petite quantité. Si on fait une grosse quantité, on a 2 plaques dans le four bien garnies, on pense à l'espacement entre les choux aussi, parce que ils vont gonfler, si on les colle, ils vont coller entre eux sinon. Donc ça faut, en quinconce et légèrement espacé. Si on cuit beaucoup de choux, là on passe presque à 1h30 de cuisson. D'accord. Parce que l'idée c'est qu'en fait à la fin il faut que ça soit sec. Sinon ils vont retomber, quand on ouvre la porte du four, dans tous les cas il y a choc thermique, s'ils sont pas assez cuits ils vont retomber. Donc pourquoi ouvrir la porte du four pendant la cuisson quand il y a une grande quantité? Pour évacuer un peu de vapeur, en fait, pour évacuer un peu la vapeur, et on referme aussitôt, et on finit la cuisson. Donc selon les volumes, ouais, ça va de 20, moi je prends toujours comme base 25-45, 1h30. Donc moi je fais des choux géants pour mon restaurant, c'est des choux plus gros qu'une balle de tennis, hein. À l'anecdote aussi, ils font des choux géants, j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Ces choux, ouais, faut pour avoir des beaux choux comme ça immenses, ouais, on est sur 1 heure de cuisson. Donc nous, on fait un contrôle au bout de 45 minutes de cuisson et on baisse un peu la température du four. Ouais, bah j'avais peu. Ah non, oui, et pour les éclairs, ouais, douille cannelée. On triche. Alors, moule flexipan si on veut tricher. Autre astuce. On voit dans la pâtisserie aussi très haut de gamme. Pardon, excusez-moi. On peut cuire les choux dans des cercles. Les petits cercles qu'on utilise en pâtisserie métallique. Alors pareil, là on va utiliser un peu la même astuce que pour le soufflé. Si on va utiliser, alors je sais plus le terme technique, c'est un ustensile, c'est une sorte de papier pour la cuisson alimentaire, mais qui est micro-perforé, qu'on découpe vraiment au ciseau. Là pareil, on va faire le tour un peu plus haut. Alors pourquoi perforer ? Bah, comme je l'ai indiqué, pour que l'air puisse passer et que ça cuit. Alors là, c'est très délicat parce que le métal est conducteur de chaleur. Donc, ça peut cuire plus à l'extérieur. Par contre, ça vous fait des choux un petit peu en forme de champignons et ça, c'est vraiment le truc à la mode aussi. Et oui, bah sinon, bah, c'est à peu près tout pour la pâte à choux. Faut savoir qu'il y a plein d'utilisations de la pâte à choux aussi. Hein. C'est pas uniquement le délire, les choux.
Salammbô, éclairs, religieuses uniquement. Paris-Brest. Les Paris-Brest, c'est tout bête, on fait juste une couronne. Il n'y a pas plus d'astuces que ça. Pour appliquer la dorure dessus aussi, tiens, ça, j'ai pas parlé. La dorure, j'ai 3 recettes de dorure. C'est ce qu'on met dessus. C'est souvent un œuf battu ou un jaune avec de l'eau. Sur la pâte à choux, moi je préconise plutôt le jaune battu avec de l'eau. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Mais le sujet est passionnant. Justine, on te souhaite de belles cuissons. Alors, n'oublie pas de ne pas ouvrir le four avant. Et on espère avoir à la radio des belles choses à tester. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que vous entendrez la voix de Justine cette semaine pour le Flash Info dans le Mag à l'Ouest. Alors, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil ou plutôt un petit coup d'oreille. Merci pour ta présence ce soir. Michel, merci beaucoup pour tous ces très bons conseils. On retient tout laborieux. Ça. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres sujets. D'ailleurs, je pensais aux auditeurs et je me disais, vous pouvez aussi proposer des sujets, puisque c'est souvent Michel et moi qui proposons des sujets un petit peu au gré des envies, au gré du vent, mais vous pouvez aussi nous contacter directement si vous aussi vous avez des envies. Et puis Justine, tu reviens quand tu veux pour partager tes secrets de cuisine aussi au micro. On va se quitter, il est déjà 18h15, merci à vous deux, une belle soirée. Et on va partir direction la musique aux États-Unis avec It's Been a While. J'ai choisi ce titre parce que c'est les Desert Mambas. On parlait de dessert, je me suis dit que c'était parfait. On se retrouve demain pour un autre Mag à l'Ouest, bien sûr, avec un invité. On parlera d'alcool cette fois-ci, mais bien sûr toujours avec modération. Une bonne soirée à vous.